Bon, alors, merci Sandrine, hein, et donc on va essayer d'utiliser le temps ensemble parce que je reste que 24 heures avec vous et je veux essayer de contribuer un petit peu. Effectivement, je vais vous raconter là ce matin quelque chose qui relève de mon boulot d'historien, mais en même temps où mon histoire personnelle est un petit peu impliquée. Alors bon, d'abord, en deux mots, je travaille au Mémorial de la Shoah, vous voyez, pour la formation des enseignants et la formation d'autres catégories d'adultes, comme notamment les policiers, sur les sujets de la Shoah. Mais ma vocation, c'est pas seulement la Shoah, c'est l'histoire juive au XXe siècle, à travers différents pays, en particulier la France, et au niveau donc de tout le siècle, et pas simplement de ces années-là de la persécution. Hein. Et alors, elle m'a demandé aussi, Sandrine, de dire un mot de ce déplacement en Roumanie que j'ai fait récemment, pour les 80 ans du premier grand massacre de Juifs de la guerre qui a eu lieu à Iași, grande ville de Roumanie, où il y a eu 13 000 Juifs massacrés en quelques jours, par des Roumains et non pas par des Allemands, vous voyez, et j'ai ramené de là-bas une revue d'histoire des Juifs de Roumanie, où il y a une étude sur le grand prélat orthodoxe de Roumanie de l'époque, qui était malheureusement, du côté des antisémites, un des leaders, vous voyez, qui avait un rôle assez désastreux dans cette histoire. Il n'était pas le seul, mais il faisait partie du camp qui ne nous est pas sympathique aujourd'hui. Donc c'est intéressant, c'est un historien roumain d'aujourd'hui qui fait l'étude, et que vous ayez connaissance de ces choses-là. Hein. Alors le sujet qu'on a choisi ce matin, donc je vous ai dit où je suis un petit peu impliqué personnellement, c'est le combat des Juifs du RSS pour la liberté, puisque le fil conducteur de votre séminaire, c'est la question de la liberté. Le premier sujet auquel j'ai pensé quand ça m'a été proposé, c'est le combat pour la liberté des Juifs du RSS, parce que vous savez donc que l'URSS s'est effondré en 1991, mais il y a eu, dans toutes les années 70, 80, donc pendant une vingtaine d'années, dans le monde entier, les communautés juives ont été mobilisées pour aider les Juifs du RSS à acquérir une liberté qu'ils n'avaient pas. Et donc moi j'étais gamin en 1971, mais dans les années, à partir de l'année 1977, jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 91, j'ai été très impliqué dans cette action-là. Et je peux dire que ça a changé ma vie, vous voyez. C'est pour ça que après, quand j'en ai fait un sujet d'histoire, de recherche, c'est pas anodin quand un historien choisit un domaine de recherche et d'approfondissement, c'est que ça résonne dans quelque chose de personnel. Hein. Et alors donc je vais vous parler plutôt du point de vue de l'objectivité, mais de temps en temps je mettrai un peu de subjectivité aussi dedans. Hein. Il y a une première, alors pour situer un petit peu dans la perspective, en 1917, quand le régime du tsar s'est effondré, dans l'empire tsariste, il y avait la majorité des Juifs du monde, déjà. Ça donne une idée de l'échelle. La majorité des Juifs du monde entier vivaient dans l'empire tsariste. Et ils vivaient dans des conditions très mauvaises parce que il y avait ce qu'on appelle la zone de résidence. Hein. Certains d'entre vous connaissent ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'habiter n'importe où, ils devaient habiter dans des régions bien spécifiques. Et il y avait des tas de lois discriminatoires, des interdits professionnels, des quotas dans les universités, enfin énormément de choses restreignant leurs droits. Déjà que l'Empire en lui-même n'était pas du tout démocratique, et en plus les Juifs étaient plus mal lotis que les mal lotis, vous voyez, donc c'était une situation extrêmement pénible. Et il y a une première erreur historique qui est très répandue, mais que je vous invite à rectifier, c'est l'erreur qui consiste à croire que c'est la révolution bolchevique d'octobre qui a mis fin à ces discriminations contre les Juifs. Parce qu'en fait, le tsar a été renversé au mois de février 1917, si on prend le calendrier orthodoxe, ou mars 1917, si on prend le calendrier occidental. Et c'est à ce moment-là que les discriminations ont été abolies, et c'était pas du tout les bolcheviks à ce moment-là, c'était un régime démocratique, vous savez, avec à la fois des libéraux et des socialistes ensemble, et notamment Kerensky à un moment donné, vous voyez, c'est eux qui ont aboli les discriminations. Enfin, ils ont fait des tas de choses, ils ont instauré la démocratie, tout simplement. Donc, ils ont aboli toutes ces lois discriminatoires. Et c'est seulement au mois d'octobre ou novembre, selon le calendrier, que les bolcheviks ont pris le pouvoir, mais ils n'ont aucun mérite dans l'abolition, puisqu'elle avait déjà été effectuée. Et justement, il y a eu une période un peu âge d'or pour les Juifs de l'Empire tsariste, c'est quelques mois, c'est 8 mois, où ils ont pu très librement s'exprimer dans toutes les directions, vous voyez. Et à partir de l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, là, au contraire, il y a à nouveau des restrictions. Pas simplement pour les Juifs, pour tout le monde, mais y compris pour les Juifs, vous voyez. Donc c'est un malentendu très répandu d'attribuer aux bolcheviks le mérite de ce qu'ils n'ont pas fait,
en l'occurrence, avoir libéré les Juifs, vous voyez, de discrimination. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? C'est parce qu'il y a un des grands mythes antisémites du XXe siècle, c'est le mythe du judéo-bolchevisme. Vous voyez, l'idée que le bolchevisme aurait été pas fabriqué par les Juifs, en gros que le bolchevisme serait un moyen pour les Juifs de dominer tout le monde, oui, ou d'opprimer tout le monde. Or, en fait, comme souvent dans les mythes, il y a un petit grain de réel qui a servi de prétexte à quelque chose de tout à fait faux. Le petit grain de réel, c'est que dans le groupe autour de Lénine qui dirigeait les bolcheviks, il y avait effectivement pas mal de Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs. Mais c'était des Juifs totalement coupés du judaïsme et de la culture juive sous toutes ses formes. C'est-à-dire des gens comme Trotsky, vous voyez, comme Zinoviev, qui étaient dans l'entourage de Lénine, étaient totalement étrangers et à la religion juive et à la culture juive, que ce soit le yiddish, l'hébreu, toutes ces choses-là. Donc faire de ce petit groupe-là les représentants des juifs en général, c'est absurde, vous voyez. C'est un petit peu comme la question de la responsabilité collective dont on parle à propos de Jésus. Rendre tous les juifs de l'Empire russe responsables parce qu'il y avait quelques dizaines ou quelques centaines de juifs déjudaïsés autour de Lénine, ça n'a aucun sens, vous voyez. En l'occurrence, les bolcheviks, en tant que parti, étaient totalement isolés de la communauté juive, de la population juive. Et à tel point que quand ils ont voulu créer un journal en langue yiddish, puisqu'ils ont fait des journaux dans toutes les langues, vous voyez, qu'on parlait dans l'Empire russe, ils ont mis un an à trouver un journaliste bolchevique capable de faire un journal en yiddish, vous voyez, parce qu'ils n'en avaient pas. Donc ça résume le fait qu'en fait c'était deux mondes qui ne se connaissaient pas. La masse des Juifs de Russie était soit dans la pratique religieuse, soit dans le sionisme, vous voyez, soit dans différentes idéologies de toutes sortes. On a ce qu'on appelle le bundisme, etc. Là, c'est pas le lieu d'en parler, mais des Juifs bolcheviques, il fallait vraiment une loupe pour en trouver, vous voyez. Donc ça n'a aucun sens de dire que les Juifs ont introduit le bolchevisme. Alors après, il y a eu ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, hein, self-fulfilling prophecy on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme guerre civile en Russie qui a duré pendant 4 ans, et il y a eu comme vous le savez sans doute, il y a eu d'énormes pogroms. Il y a eu les plus grands massacres de Juifs avant la Shoah, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu lieu, notamment en Ukraine, hein, et dans ce contexte très violent, les bolcheviks étaient les moins dangereux pour les Juifs, c'est-à-dire que c'était ceux qui étaient le moins susceptibles de commettre des pogroms. Eux aussi, ils ont commis des pogroms, en fait. Les soldats bolcheviks ont aussi été mêlés à des pogroms, mais relativement rarement, alors que tous les autres qui étaient en train de s'affronter, à un moment ou à un autre, ont été mêlés à des pogroms. Donc, dans ce contexte catastrophique, il y a eu une tendance de beaucoup de Juifs à se réfugier du côté bolchevique, vous voyez, pour avoir la vie sauve, tout simplement. Et à partir de là, objectivement, il y a eu une certaine convergence, vous voyez, entre le nouveau régime et les Juifs qui voulaient échapper au désastre, qui simplement n'attaquaient pas ce régime, parce que ce régime était un moindre mal pour eux. Et ce régime-là, qui était lui-même encore fragile au début, avait besoin de gens sachant lire et écrire pour remplir certaines fonctions, et on a embauché pas mal de fonctionnaires juifs pour des boulots de toutes sortes, vous voyez, parce qu'ils savaient lire et écrire et qu'ils n'étaient pas hostiles à ce régime. Et de là a découlé le fait qu'un paysan russe de base ou un paysan ukrainien de base, quand il allait dans un bureau pour une formalité, tombait souvent sur un juif qui savait lire et écrire, et le fantasme que le régime était un régime juif, vous voyez, a commencé à s'installer, et ça a servi là encore de prétexte à tous les antisémites du XXe siècle. Vous voyez, enfin, alors ça c'est une première mise au point que je voulais faire, hein, mais alors peut-être que la deuxième mise au point, si on veut avoir une approche historique, c'est-à-dire une approche objective, il faut se rendre compte que ce régime-là, donc d'un côté je viens de vous dire que c'était pas du tout un régime mis en place par les Juifs, cependant ce régime a toléré une certaine forme de vie juive jusqu'à 1948, c'est-à-dire que les 30 premières années du régime bolchevique ont toléré une vie juive assez réelle, assez dynamique, assez féconde, à condition d'accepter le cadre rigide du régime soviétique. Donc dans ce régime très, très autoritaire ou même totalitaire, il était toléré que les Juifs développent une culture en langue yiddish. C'est-à-dire que l'hébreu était totalement tabou, vous voyez, la religion juive était totalement tabou comme toutes les religions, l'hébreu était tabou, le sionisme était tabou, beaucoup de choses étaient tabous, mais une culture juive en langue yiddish strictement laïque, c'est-à-dire complètement en dehors du cadre religieux, pouvait être tolérée. Et à partir de là, il y a eu effectivement, pendant ces décennies des années 20 et 30 et encore 40, il y a eu du théâtre en langue yiddish, des écoles en langue yiddish, il y a eu beaucoup de choses. Et comme, en fait, c'était le seul pays du monde où l'État a mis de l'argent dans la culture yiddish. Vous voyez, c'est un paradoxe,
puisque tout était étatisé en URSS, donc l'État a subventionné la culture yiddish comme il subventionnait toutes les cultures dans les langues minoritaires. Hein. Et quand on était un amoureux du yiddish quelque part dans la planète, en général, le yiddish n'avait pas d'argent nulle part, et le seul endroit où il y avait de l'argent pour le yiddish, c'était en URSS. Donc paradoxalement, vous voyez, ça a pu créer une certaine sympathie. Là-bas, ils ont la chance d'avoir des théâtres subventionnés, d'avoir des maisons d'édition subventionnées, etc., qu'on trouvait nulle part ailleurs dans le monde. Bon. Mais ça dure jusqu'à 1948. Alors je passe sur la période de pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a eu un épisode qu'on appelle le comité juif antifasciste. D'ailleurs, c'est la période d'ailleurs où l'Église orthodoxe, vous savez, en Russie, a fait un compromis avec Staline. Hein. Vous savez peut-être intéressé à ça que l'Église orthodoxe, qui a été très persécutée avant 1941, Staline a décidé de tendre la main à l'Église orthodoxe parce qu'en fait l'URSS était menacée d'effondrement devant l'offensive allemande. Et tous les moyens étaient bons de sauver la patrie soviétique. Donc il y a eu un certain rapprochement entre Staline et l'Église orthodoxe à ce moment-là. Des deux côtés, ils ont fait un compromis. Et donc il y a eu la même chose, en fait. Staline a créé un comité juif antifasciste. L'idée étant que ces juifs dont je viens de vous parler, qui s'occupaient de culture yiddish, vous voyez, aidés par l'État, et ces juifs-là, ils étaient connus dans le monde occidental, puisque, je vous ai dit, c'était une sorte de vitrine attractive de ce qui se faisait de beau dans le domaine du yiddish. Le comité juif antifasciste, son rôle était d'aller voir les juifs américains, anglais, canadiens, vous voyez, qui vivaient dans le monde libre, et de leur dire que c'était important d'aider l'URSS à résister à l'offensive allemande, hein, à l'agression allemande, vous savez, 22 juin 1941, etc. Et il se trouve donc que cette équipe qu'on appelle le comité juif antifasciste, c'est-à-dire les écrivains de langue yiddish, les personnalités de langue yiddish soviétique, ils ont tous été victimes de la purge antisémite qui a commencé en 1948. Alors 1948 est un tournant. À partir de là, on peut dire que pour le régime soviétique lui-même va rentrer dans une phase antisémite. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, si on veut être objectif et honnête, la période où ils toléraient une vraie culture yiddish et la période où au contraire ils sont devenus persécuteurs des juifs, vous voyez. Toute l'équipe qui avait été mandatée pour aller dire du bien de l'URSS chez les juifs américains, anglais, canadiens, etc., ils ont été arrêtés et finalement tous assassinés. Et c'est raconté dans le roman d'Elie Wiesel qui s'intitule le testament d'un poète juif assassiné. Vous voyez, c'est un résumé de cette affaire. Il pense notamment au poète Peretz Markish, qui est le plus connu des poètes yiddish soviétiques. Hein. Donc ils ont tous été arrêtés puis assassinés. Il y a eu un procès secret et une exécution secrète en 1952. Ils ont complètement disparu à la trappe. Aucune information ne circulait à leur sujet. Il faut attendre 1956 pour que les informations soient rendues publiques, vous voyez, 3 ans après la mort de Staline. Hein. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle les années noires de 48 à 53, les 5 dernières années de la vie de Staline, où il y a eu vraiment le début d'une persécution. Et de manière presque miraculeuse, Staline est mort le 5 mars 1953. On était au moment où allait se déclencher une vague terrible de persécution. C'était ce qu'on appelle le procès des blouses blanches, c'est-à-dire un groupe de médecins qui soignaient les personnalités du Kremlin et qui étaient accusés de vouloir empoisonner les dirigeants du pays. Vous voyez, un petit peu comme au Moyen-Âge, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. Donc, on préparait, sous couvert de cette affaire de médecins empoisonneurs, en fait, un complot terrible contre les Juifs. Et Staline est mort juste à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'était le premier jour de la fête de Pourim, où dans le récit biblique, on vous annonce que le tyran qui voulait faire du mal aux Juifs, c'est lui qui a été puni et qui a été mis à mort, donc de manière un peu, vous voyez, extraordinaire. Le récit de Pourim s'est réédité avec la mort de Staline à ce moment-là. Hein. Mais donc, ces 5 années terribles, le paradoxe, c'est qu'elles coïncident avec le moment où Staline a aidé à la création de l'État d'Israël. Oui, c'est très étonnant, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Staline a choisi de soutenir la naissance de l'État d'Israël, tout simplement parce que ça allait à l'encontre des intérêts anglais au Moyen-Orient. L'Angleterre était une sorte de protectorat des pays arabes du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient était sous influence britannique, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la Ligue arabe, qui a été créée par l'Angleterre en 1945. Et comme les pays arabes étaient liés à l'Angleterre, Staline voulait jouer la carte inverse
de la carte anglaise, et il a soutenu les sionistes, qui à l'époque étaient en conflit dramatique avec l'Angleterre. Là encore, ça rentre pas dans les stéréotypes d'aujourd'hui, anti-israéliens, où on veut faire du sionisme un agent de l'impérialisme, des choses comme ça. Il se trouve que l'Angleterre, pendant une période bien précise, a été opposée brutalement aux sionistes. Donc Staline a joué la carte des sionistes de manière tout à fait cynique, vous voyez, et il a aidé, c'est grâce à des armements soviétiques, en passant par la Tchécoslovaquie, qu'Israël a pu gagner la guerre d'indépendance, vous voyez, sinon ils n'auraient pas pu gagner la guerre d'indépendance. Et à l'ONU, ils ont voté pour la création de l'État d'Israël et d'un État arabe à côté. Voilà, il y a, au moment même où Staline aidait à la naissance d'Israël, il a fait écrire un article dans la Pravda par l'écrivain Ilya Ehrenburg, l'écrivain juif officiel, comme on disait à l'époque, Ilya Ehrenburg, disant aux juifs soviétiques, ok, l'État d'Israël est en train de naître, et l'URSS est d'accord, et est favorable, mais vous n'avez pas le droit, vous, d'être sioniste. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sympathiser avec cet État. Vous êtes citoyen soviétique. Alors, en fait, le message, c'était, vous avez la chance de vivre dans le plus beau régime de la planète, et l'idée d'aller sympathiser avec un autre pays, ça voudrait dire que vous n'êtes pas content de votre sort, et donc ça veut dire, en fait, potentiellement, vous êtes des traîtres, vous voyez, puisque vous osez admirer un autre régime que le régime merveilleux dans lequel vous vivez ici. Et donc, cette mise en garde, en fait, c'était le début de la persécution qui allait commencer, vous voyez. Donc, paradoxalement, dans la même année, vous avez le soutien clair et net à la naissance d'Israël, mais aussi un avertissement, si vous sympathisez, il va vous arriver des ennuis. Et effectivement, ils ont sympathisé. Il y a un épisode assez impressionnant. Au Rosh Hashanah 1948, c'est-à-dire au mois de septembre 1948, le premier ambassadrice d'Israël en URSS, qui s'appelle Golda Meir, vous voyez, arrive, et elle se présente à la grande synagogue de Moscou. D'ailleurs, il y avait une seule synagogue qui fonctionnait à Moscou, et il y avait une foule énorme dans les rues, tout autour dans le quartier pour l'accueillir, vous voyez, alors que ça n'avait été annoncé nulle part, mais de manière informelle. Une masse de juifs de Moscou savaient que l'ambassadrice allait venir et sont venus lui dire, vous voyez, leur sympathie. Donc c'est un moment très impressionnant, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un régime comme l'URSS de Staline, vous voyez, à ce moment-là, que de manière spontanée, vous allez accueillir une ambassadrice d'un pays étranger qui n'est pas un régime communiste, vous voyez. Bon, voilà, donc c'est une période terrible, et il faut dire qu'après la mort de Staline, d'un côté, les choses étaient moins dramatiques parce que il n'y avait plus la peine de mort, il n'y avait plus le risque pour la survie, mais il y a eu quand même une ambiance antisémite dramatique qui a duré pratiquement jusqu'à Gorbatchev, vous voyez. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il faut attendre Gorbatchev 1985 pour que le régime abandonne cette politique qui est une politique antisémite, on peut le dire, je pense, pour aller vers une politique, au contraire, constructive vis-à-vis des Juifs. En fait, Gorbatchev a fait le calcul inverse, il a voulu se servir des Juifs soviétiques comme un moyen de se rapprocher du monde occidental, et donc il a eu une politique plutôt constructive et sympathique vis-à-vis des Juifs, vous voyez, mais pendant 25 ans, enfin non, si on fait le calcul, pendant plus de 30 ans, on a eu une politique du régime qui était encore antisémite, vous voyez, même si la vie n'était pas en danger. Hein. Alors, pour vous dire les choses brièvement, donc entre 1948 et 1958, pendant 10 ans, il n'y a aucune publication en yiddish, vous voyez, alors qu'auparavant, ils étaient fiers de montrer qu'ils publiaient des livres et des journaux en yiddish. Il n'y a aucune publication en yiddish pendant 10 ans. Et vous savez, toutes les minorités nationales avaient des tas de choses dans leur langue qui étaient diffusées, des journaux, des livres et tout, sans parler d'école. Or, la langue yiddish était la seule langue qui était reconnue, mais qui n'avait aucune publication nulle part, vous voyez, aucune activité organisée. Donc, et après, de manière tout à fait marginale, ils ont toléré quelques activités en yiddish, mais qui n'avaient aucun rapport avec l'ampleur de ce que ça avait auparavant. Hein. Et alors, notamment, bon, vous voyez, si on avait le temps, vous avez l'épisode du Birobidjan, c'est-à-dire cette province autonome qui se trouve en Extrême-Orient, où ils ont voulu faire une sorte de simili autonomie juive. En fait, c'est une concurrence avec le sionisme, vous voyez, en disant, ici, vous avez une petite région autonome, où le yiddish est la langue officielle, et voilà, les juifs, ils ont un cadre à eux. Au sein de l'URSS, il n'y a pas besoin du sionisme, il n'y a pas besoin d'État d'Israël, vous voyez. Mais ça n'a jamais fonctionné, en fait. Le Birobidjan est resté un embryon qui n'a jamais, qui s'est jamais développé. Hein. Vous avez un certain nombre d'épisodes comme ça. Vous avez en 1963, un propagandiste de l'athéisme qui s'appelle Kitschko. Vous savez, étant donné qu'il y avait une lutte officielle contre les religions, vous aviez des fonctionnaires qui étaient payés pour faire de la propagande anti-religieuse. Hein. C'était leur métier. On les envoyait
faire de la propagande, de l'enseignement pour dire à quel point les religions c'était pas bien. Et il y en a un en Ukraine qui s'appelait Kitschko, et alors il devait attaquer toutes les religions. Donc lui, on lui demande de faire un livre pour critiquer le judaïsme. Et au lieu de faire une théorie marxiste-léniniste, il a fait un truc vulgairement antisémite, comme on en faisait au temps du tsar. Vous voyez, il aurait suffi de changer la date, et ça aurait pu paraître à l'époque du tsar. Et ce document est arrivé en Occident, et ça a provoqué un esclandre, vous voyez, international. Comment on ose diffuser un truc pareil avec une estampille du gouvernement soviétique, vous voyez, puisque tout était étatisé. Et c'est la première fois, donc là on est pendant l'hiver 63-64, que les partis communistes du monde occidental ont osé critiquer l'URSS en disant que c'était choquant qu'un truc comme ça soit diffusé en URSS. Donc il a été sanctionné, et quelques années après, il en a fait un autre, où là, il n'a pas été sanctionné, vous voyez, parce qu'entre-temps, il y avait eu encore une aggravation de la politique antisémite et liée au conflit du Moyen-Orient, l'URSS étant devenue beaucoup plus anti-israélienne virulemment. Finalement, la deuxième brochure est passée sans problème, alors que la première brochure avait fait un incident diplomatique, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est les années 60, vous voyez. Alors j'en arrive justement à 1967, le moment de la guerre des 6 jours, où il y a une aggravation, vous voyez, de la politique, d'abord de la politique anti-israélienne, et donc de l'antisémitisme à l'intérieur des frontières de l'URSS, puisque ça allait ensemble, en fait. Comme si, pour complaire aux pays arabes, il fallait montrer qu'on n'aime pas les juifs, vous voyez. C'était pas dit comme ça en Occident, mais c'est dans la réalité soviétique, en fait, il y avait un lien entre les deux. Il fallait montrer que l'URSS était la meilleure amie des pays arabes. Et pour le montrer, un des messages utilisés, c'était, vous voyez, comment on traite nos juifs chez nous. C'était une sorte de message subliminal, si vous voulez. Hein. Ce qui fait que... alors, la guerre des 6 jours, vous voyez, cette victoire israélienne militairement impressionnante, hein, de 67, elle a eu des effets dans le monde entier sur la psychologie des juifs, vous voyez. On peut dire que c'est à ce moment-là, il y a une sorte de guérison, de thérapie qui a permis de guérir de l'anxiété liée à la Shoah. Vous voyez, c'est la première fois que l'usage de la force par une armée juive a eu un effet un peu de vaccination dans le monde entier, à la fois pour les juifs de leur montrer qu'ils sont capables de gagner des guerres dans des conditions impressionnantes, et même le monde entier a enregistré ce message. Les juifs sont capables d'être des bons soldats. C'est paradoxal. C'est une sorte de digression que je fais là, mais je pense que c'est important d'y réfléchir. Le stéréotype qui voudrait que les Juifs ne sont pas capables d'être des soldats a duré jusqu'à la guerre des 6 jours en 67, vous voyez. Alors que ça faisait déjà, pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle, on avait des Juifs soldats dans toutes les armées des pays où il y avait des Juifs, et des soldats et des officiers, et ils avaient fait la guerre comme tout le monde, et ils avaient eu des médailles pour leur bravoure comme tout le monde. Il y avait des généraux juifs, etc. Et cependant, le stéréotype perdurait que les Juifs ne peuvent pas être des soldats. Et il faut attendre 1967 avec cette victoire israélienne pour que le stéréotype change. Et maintenant, bizarrement, on est arrivé au stéréotype inverse, que cette armée est perçue comme si c'était un rouleau compresseur qui écrase tout, etc. Enfin, bon, mais en tout cas, vous voyez, à l'intérieur des frontières de l'URSS, il s'avère que la guerre des 6 jours a eu un effet sur la psychologie des Juifs soviétiques, qui jusque-là vivaient dans une certaine peur, il faut bien le dire. Ils avaient eu peur entre 48 et 53 pour leur vie. Et après 53, ils avaient bien compris qu'on ne les aimait pas, vous voyez, qu'ils étaient mal vus par le régime. Hein. Notamment, vous aviez des discriminations dans les universités. Il est clair qu'il y avait une surreprésentation des Juifs dans les universités. Les Juifs étaient très nombreux dans les filières, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler les filières d'excellence dans les universités, dans la recherche scientifique. Plus on montait dans l'échelle du savoir en URSS, et plus on trouvait beaucoup de Juifs. Et ça suscitait une sorte de jalousie, vous voyez, de ressentiment, parce qu'il y avait une politique des nationalités. Hein, je pense que, étant orthodoxe, vous êtes intéressé à ça, tout ce problème des nationalités en URSS, et donc il y avait une sorte de jalousie des nationalités sous-représentées par rapport aux Juifs qui étaient surreprésentés. Hein. Je vous rappelle que les Juifs étaient classés comme une nationalité en URSS, hein, et pas simplement comme une confession religieuse, hein, une nationalité avec sa langue yiddish. Hein. Mais donc, étant donné ce phénomène de jalousie, eh bien, le régime a commencé à fermer les portes aux étudiants juifs dans les filières d'excellence. Et vous aviez des gars qui étaient des très bons étudiants, et on les envoyait à l'autre bout du pays étudier dans une université de second rang,
pour éviter qu'ils soient trop nombreux, vous voyez, là où c'était les meilleurs postes. Hein. Mais donc c'est une sorte de jeu du chat et de la souris, vous voyez, entre les citoyens juifs et le gouvernement. Les citoyens juifs essayaient de vivre le moins mal possible dans ce système, mais finalement ils sentaient qu'ils étaient mal intégrés. Hein. Et alors il y a eu un petit groupe qui s'est créé après la guerre des 6 jours, qui a eu l'idée de revendiquer ouvertement le droit à l'émigration vers Israël. Oui. Un groupe qu'on pourrait appeler sioniste. Hein. Et en général, les premiers groupes qui ont revendiqué le droit à émigrer, et on les trouve dans les républiques qui ont été intégrées tardivement à l'URSS. C'est-à-dire les républiques, les pays baltes, on en parlait hier soir après le repas, les pays baltes et la Moldavie, toutes ces républiques, vous savez, qui sont liées aux annexions en 1940-41. Donc ils étaient encore récents dans l'URSS. Donc il y avait encore des survivances du sionisme d'avant, de la religion d'avant. Vous voyez, le régime communiste n'avait pas encore effacé tout ça. Ce qui fait que vous avez là tout de suite des gens qui ont voulu revendiquer, et ils ont osé, comme on n'était plus à l'époque de Staline, ils risquaient plus leur vie, donc ils ont osé transgresser les interdits. Et le résultat de ça, c'est au mois de juin, si je me souviens bien, 1970, une tentative de détourner un avion à Leningrad pour aller franchir la frontière vers la Finlande. Hein. Vous savez, Leningrad, c'est juste à côté. Et lorsque ce petit groupe et j'ai entendu raconter ça par un des membres de ce groupe, je l'ai entendu raconter ça 40 ans après, il racontait qu'ils ont monté la passerelle pour monter dans l'avion, et quand ils sont arrivés en haut de la passerelle, quelqu'un leur a mis la main sur l'épaule. C'était les gens du KGB qui avaient espionné leur groupe depuis le début et qui savaient qu'ils s'apprêtaient à détourner un avion. Donc en fait, ils n'ont rien détourné du tout, vous voyez. Ils ont descendu de la passerelle et ils ont fait entre 10 et 20 ans de goulag les uns et les autres, vous voyez. C'est le fameux procès de Leningrad qui a lieu en décembre 70, et 2 d'entre eux sont condamnés à mort. Et manque de chance pour le régime soviétique, au même moment, la justice de Franco en Espagne avait condamné à mort des Basques nationalistes. Et il y a eu dans le monde entier des manifestations pour défendre les Basques condamnés et les Juifs condamnés, vous voyez, à Barcelone et à Leningrad. Et comme Franco a gracié les 2 Basques, les Basques, eh ben, Brejnev a été obligé de gracier les 2 condamnés à mort juifs de Leningrad. Mais donc ils ont fait du goulag. Il y avait parmi eux deux chrétiens qui avaient participé à tout ça par solidarité avec les Juifs. C'est très intéressant. Ils s'appellent Marchenko et... zut, il y a Marchenko, et puis j'avais longtemps dans la tête les noms et le prénom de ces deux, Yuli Marchenko et l'autre là, c'est eux qui sont restés le plus longtemps dans le goulag, vous voyez, parce que c'est eux que le régime a mis le plus de temps à libérer, vous voyez, évidemment c'était très symbolique, vous voyez, en fait dans le contexte soviétique, beaucoup de non-juifs considéraient comme exemplaire le combat des Juifs et se solidariser avec eux, vous voyez, c'était une des manières de se différencier du régime, hein, d'exprimer de la sympathie pour ce que les Juifs revendiquaient. Donc, à partir de ces événements du procès de Leningrad, le régime soviétique a commencé à laisser sortir ceux qui étaient les plus virulents pour réclamer le droit de sortir. Début 71, on voit arriver en Israël des avions. D'ailleurs, c'est la première fois qu'en Israël, la Aliyah se faisait par avion. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Israël, la Aliyah se faisait toujours par bateau jusqu'à 1970. Et pour la première fois, on a vu les gens débarquer en avion. Et ça fait d'ailleurs toute une histoire parce que le gouvernement de l'époque, qui s'était beaucoup... Alors je vais vous en dire un mot après. L'État d'Israël s'est beaucoup impliqué dans cette affaire. Et donc, comme le gouvernement a voulu accueillir le mieux possible ces gens qui arrivaient, parce que tout le pays était un peu sensible à cette affaire, on les a accueillis en fait mieux que les vagues précédentes d'Aliyah, notamment les Juifs venus des pays arabes ont été beaucoup moins bien accueillis. Et là aussi, ça a suscité une sorte de problème conflictuel en Israël. Pourquoi ceux-là, on les accueille mieux que nous, on les a accueillis, vous voyez, bon, mais je rentre pas dans cette discussion maintenant. En tout cas, il y a eu comme ça 3 années où on a eu une vague d'Aliyah assez importante en provenance de l'URSS. Et puis, le contexte général, c'est la guerre froide. Vous savez, le conflit Est-Ouest. Les Juifs américains, alors, c'est là que je veux vous décrire un petit peu. Je regarde ma montre pour pas être trop long. Il y a une sorte de triangle qui a fonctionné à l'époque. C'est le gouvernement israélien qui était à l'origine de toute cette histoire d'aider les Juifs du RSS à émigrer vers Israël s'ils voulaient bien, s'ils souhaitaient émigrer vers Israël. C'est l'État d'Israël qui, sur la scène internationale,
a soutenu cette demande, vous voyez, a été porteur de cette demande au nom de ceux qui le revendiquaient là-bas sur place. Hein. Et le gouvernement israélien avait organisé déjà dans les années 60 la diffusion en URSS de centaines de milliers d'affidavits. Vous savez, les affidavits, c'était des lettres que des Israéliens envoyaient à des citoyens juifs en URSS disant on vous attend à la maison, on vous invite à venir habiter chez nous. C'est-à-dire qu'on se porte garant que si vous venez, on s'occupera de vous. Et ça, c'était le seul critère juridique reconnu par le droit soviétique, la réunion des familles, vous voyez, c'était le seul critère qui permettait à des citoyens soviétiques d'émigrer. Donc évidemment, l'idée c'était d'exploiter cette petite faille dans le droit soviétique pour qu'ils aient un prétexte à sortir. C'était pas en fait une vraie réunion des familles, mais ils ont envoyé des centaines de milliers d'affidavits. Et donc les premiers émigrants ont montré ces affidavits et ça leur a permis, vous voyez, d'émigrer. Hein. Alors l'idée était que pourquoi le gouvernement soviétique a accepté ça dans les premières années, 71, 72, 73 ? Parce qu'il y a eu une pression internationale. Dans le contexte de la guerre froide, vous voyez, l'URSS avait besoin de la détente avec le monde occidental pour obtenir en fait de l'argent, parce que leur économie a toujours très mal fonctionné et ils avaient besoin d'une certaine injection d'argent occidental pour survivre économiquement. Et c'est là que l'idée du gouvernement israélien, c'était on va demander aux communautés juives du monde occidental, surtout aux États-Unis, un petit peu en France, en Angleterre, etc., de faire pression sur leur gouvernement pour que lui-même fasse pression sur le gouvernement soviétique en lui disant « Ok, on va vous prêter de l'argent, mais il faut que vous laissiez sortir les Juifs. » Et ça a fonctionné, et c'est là que, personnellement, à mon petit niveau, j'ai été impliqué. Vous voyez, c'est que pendant une quinzaine d'années, les communautés juives du monde occidental se sont données un mal fou pour faire pression sur leur gouvernement, pour que leur gouvernement fasse pression sur le gouvernement soviétique. Et pour que ça puisse fonctionner, il fallait évidemment que la société civile non juive joue le jeu. C'est-à-dire, nous, juifs français, nous ne pouvions pas, à nous tout seuls, influencer le gouvernement français, vous voyez. Et en général, il n'y a que les antisémites qui croient que les juifs sont capables de faire la pluie et le beau temps. On ne pouvait avoir une influence sur le gouvernement français que si la société civile française était sensible à nos arguments et était prête à les relayer, vous voyez. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant tous ces 15 années-là, on est allé voir un par un les intellectuels de toutes sortes, les prêtres catholiques et les pasteurs protestants, un petit peu les chrétiens orthodoxes aussi. On est allé voir tous les gens qui avaient une certaine influence dans la société française. On est allé les rencontrer un par un, avec des dossiers, avec des documents, et on a essayé de les sensibiliser, et ça a fonctionné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que partout dans le monde où il y avait des communautés juives, les ambassades soviétiques et les représentants officiels de lignes touristes, vous savez, de l'Aéroflot, comment ça s'appelle, l'opéra de Moscou, le Bolchoï, enfin, à chaque fois qu'il y avait des soviétiques quelque part dans le monde, et qu'il y avait une communauté juive sur place, ils étaient assaillis de demandes. Ils ne pouvaient pas faire 3 pas sans qu'on vienne avec un dossier en leur disant donnez-nous des nouvelles de monsieur Untel qui ne peut pas sortir du RSS depuis 5 ans, qui attend son visa dans telle ville, et pourquoi est-ce que Untel est en prison, vous voyez. Ils ont été assaillis En général, c'était des personnes non juives, vous voyez, qui venaient les voir, et qui leur soumettaient des demandes individuelles. Il fallait toujours que ce soit individuel et concret, vous voyez, pour que ça puisse fonctionner. Hein. Et en général, ça marchait, c'est-à-dire qu'à force de recevoir des demandes comme ça, ils étaient obligés de laisser sortir ces gens. Alors là où les choses sont devenues encore plus dramatiques, c'est qu'en 1974, au Congrès des États-Unis, vous avez le sénateur Henry Jackson qui a fait passer un amendement. On appelle ça l'amendement Jackson-Vanik. C'est un amendement qui impose au président des États-Unis de ne pas prêter de l'argent à l'URSS si l'URSS ne satisfait pas à la condition de laisser émigrer les Juifs. On appelle ça la clause de la nation la plus favorisée. Vous savez, quand un pays riche prête de l'argent à un pays pauvre, on appelle ça la clause de la nation la plus favorisée, auquel je vous prête à des taux favorables. Et donc l'idée du Congrès américain, c'était vous n'avez pas le droit d'accorder cette clause à l'URSS si elle ne laisse pas sortir les Juifs. Et le président Nixon s'est opposé à cet amendement, d'ailleurs avec derrière lui Henry Kissinger, qui était son ministre des Affaires étrangères juif, mais qui voulait à tout prix réussir la détente avec l'URSS. Donc pour lui, ça l'embêtait beaucoup, cette histoire de clause. Ça venait à l'encontre de l'idée d'avoir une détente avec l'URSS. Et effectivement,
Le Congrès des États-Unis a voté ça, malgré le président Nixon, malgré Henry Kissinger, et les Soviétiques l'ont très mal pris. La réaction des Soviétiques a été une réaction de fierté nationale. On ne cédera pas à la pression des impérialistes américains. Et au lieu de fluidifier les choses, vous voyez, pour laisser sortir les Juifs encore plus vite, ils ont commencé à fermer les portes, à fermer le robinet, si on peut dire, ce qui fait que c'est devenu un enjeu de la guerre froide, vous voyez. Et là, on est donc en 74-75, jusqu'à Gorbatchev en 85, pendant 10 ans, l'URSS s'est privée elle-même de l'argent américain dont elle avait besoin pour empêcher les Juifs de sortir. Alors c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que en fait ils ont accéléré leur propre effondrement. Vous voyez, je dis pas que c'est ça qui est la cause, hein, il faut pas exagérer l'importance de la chose. Il y a beaucoup d'explications à l'effondrement de l'URSS, mais un des paramètres c'était que rien que pour ne pas céder à en fait c'était l'idée d'un lobby juif. Vous voyez, ils avaient jamais vu en fait des campagnes dans le monde entier aussi musclées contre eux. C'est intéressant parce que les Juifs sont pas nombreux, vous voyez, mais les Juifs du monde entier avaient réussi à susciter quelque chose qui a énervé les Soviétiques au plus haut point. Ils avaient l'idée d'un lobby tout puissant et ils voulaient pas céder, et donc en fait ils ont contribué à leur propre effondrement en refusant des concessions. Hein. Et ce que je veux dire maintenant, parce que voilà, je vais bientôt conclure, c'est que pour les gens comme nous qui avons milité pour ça a beaucoup compté dans notre vie, si vous voulez. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez des adolescents de 13 ans qui faisaient leur bar mitzvah, et on leur proposait de parrainer un gamin juif soviétique qui avait le même âge qu'eux, qui avait l'âge de la bar mitzvah. Ce qui fait que, par exemple, le jour de sa bar mitzvah, il envoyait alors, beaucoup de choses se faisaient par téléphone. On téléphonait à ces familles que on voulait aider, et on avait un lien direct avec eux. Évidemment, le coup de téléphone, il était espionné par les autorités, mais ils savaient que cette famille-là, X, qui habite dans telle ville en URSS, on pouvait pas faire n'importe quoi avec eux, parce que il y avait des gens en Occident qui s'intéressaient à eux, qui les suivaient de près. Ça passait par le téléphone, par le courrier, ça passait par des visites touristiques. Alors il y a eu toute une opération à laquelle j'ai été mêlé, de noyautage des visites touristiques en URSS. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait 10 millions de touristes étrangers par an qui venaient en URSS, et ils n'avaient pas les moyens de surveiller un par un tous ces 10 millions de visiteurs. Donc l'idée, c'était qu'on s'inscrivait dans les voyages, par exemple, des associations liées au Parti communiste, vous voyez, et à un moment donné, quand on était là-bas, eh bien, discrètement, on faussait compagnie au guide et on allait rendre visite à une famille qu'on avait la charge de visiter. Et on leur apportait des bouquins en hébreu, on leur apportait toute une documentation pour les aider à s'éduquer sur le plan du judaïsme, et tout ce qu'ils n'avaient pas le droit ne pouvaient pas se procurer sur place. Et si les visiteurs respectaient les consignes de prudence, ils se faisaient pas prendre, vous voyez. C'est-à-dire qu'il fallait être très discret, éviter de se faire remarquer. Et on arrivait à accomplir sa mission et on revenait en France. Et alors, je vais terminer en vous disant qu'il y avait plusieurs degrés dans la revendication donc, de ces juifs soviétiques. Il y avait ceux qui étaient simplement des candidats à l'émigration. Avec leur affidavit, ils se présentaient. Mais à partir de 75, il y a eu de plus en plus de refus de visa. Et donc, ils devenaient ce qu'on appelait des refusniks. Des refusniks, c'est un mot, c'est pas un vrai mot russe. Vous voyez, c'est en russe, je crois qu'on dit un autre kaznik pour dire quelqu'un qui a été refusé. Mais on avait bricolé un mot américano-russe. Un refusnik, c'est quelqu'un à qui on a refusé le visa. Il y avait des refusniks, c'est eux qu'on parrainait. On parrainait les refusniks en disant il faut que la famille un tel puisse émigrer, vous voyez. Et puis, il y a des refusniks qui s'énervaient, ils en avaient marre d'attendre, donc ils faisaient des esclandres. Ils allaient, par exemple, manifester dans la rue. Et manifester dans la rue en URSS, en général, ça durait 4 minutes. Entre le moment où vous veniez avec votre banderole et le moment où vous étiez au commissariat de police, ça durait 4 minutes. Mais il fallait le faire, il fallait avoir le courage de le faire, vous voyez. Donc ils allaient manifester, et une fois qu'ils étaient arrêtés, ils rentraient dans la catégorie où on les soutenait encore plus à l'extérieur. Vous voyez, c'est tout un système pour que l'information circule, qu'on ait l'information en Occident et qu'on puisse tout de suite protester. Et après, il y avait ce qu'on appelait les prisonniers de Sion, qui étaient les gens qui étaient condamnés à des peines, vous voyez, en prison ou dans les goulags. Prisonniers de Sion, c'est une formule biblique, vous voyez, qui renvoie à l'exil de Babylone, etc. Donc l'État d'Israël orchestrait un peu tout ça, mais c'est les communautés juives du monde entier qui se sont senties responsables, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est la suite d'un engagement qui existait au temps du Tsar, vous voyez, où il y avait déjà à l'époque des campagnes des Juifs d'Occident pour aider les Juifs de Russie à l'époque du Tsar, et on a repris le même réseau, la même méthode. Il y a une mitzvah, vous voyez, un commandement religieux dans le judaïsme qu'on appelle le pidyon shevuim, c'est-à-dire l'obligation morale de payer la rançon des captifs. Le pidyon shevuim, vous voyez, c'est la responsabilité d'un juif libre par rapport à un juif qui est captif. Et donc, en fait, de manière moderne, on a appliqué
la règle du Pidyon Shevuim, vous voyez, en faisant tout pour les aider, eux, à sortir de cette captivité, hein, qu'on comparait d'ailleurs à... On employait la formule aussi de let my people go, vous voyez, en anglais. Et là, on appliquait ça au pharaon. Le pharaon, c'est Staline, etc., etc., vous voyez. Et à partir de Gorbatchev, on a obtenu satisfaction, parce que Gorbatchev a eu l'intelligence de dire on a besoin de cet argent occidental, donc au lieu de dire non tout le temps, on va dire oui, en espérant qu'ils vont enfin nous donner l'argent dont on a besoin. Et effectivement, les Américains ont accepté de payer après l'effondrement du régime et non pas avant, vous voyez, c'est-à-dire que la clause de la nation la plus favorisée a été acceptée juste après l'effondrement du régime soviétique. Hein. Voilà, et moi je peux vous dire que j'étais en URSS en 1991, justement au moment de l'effondrement du régime, et il y a eu une conférence de presse à Moscou des responsables des communautés juives qui étaient en train de sortir de terre pour revenir libres, et qui ont dit aux journalistes qui étaient là à Moscou, nous avons obtenu satisfaction sur nos deux revendications qui étaient le droit d'émigrer en Israël et le droit d'avoir une vie juive complète en URSS, vous voyez. Et je veux dire que dans la salle, les gens comme moi qui venions de l'étranger, on était encore plus émus que ceux qui étaient là responsables des communautés, parce que c'était la réalisation de ce pourquoi on avait combattu pendant des années. Hein. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors, vous savez qu'ils sont maintenant 1 million en Israël, issus des Juifs du RSS, vous voyez, qui ont émigré, dont environ un tiers ne sont pas juifs, vous voyez, mais puisqu'ils pouvaient émigrer avec les membres de leur famille qui n'étaient pas juifs ou qui étaient à moitié juifs. C'est le résultat de... Donc bien sûr, ce million, environ 850 000 ont émigré après Gorbatchev et non pas avant Gorbatchev, vous voyez. Il y a encore beaucoup de juifs en Russie? Pas beaucoup. Alors en Russie, proprement dit, ils doivent être 250 000. En Ukraine, à peu près 200 000. Et voilà, mais c'est pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'il y avait auparavant. Oui. De l'ex-URSS. Mais numériquement, ils sont pas beaucoup à Vilnius. Hein. Ils sont à peine quelques milliers. Hein. Oui, pas plus. J'ai peut-être perdu les chiffres en route, mais j'avais vraiment la notion que Vilnius, à une certaine époque, était l'endroit où il y avait une grande concentration de juifs. Avant la Seconde Guerre mondiale, oui. Même avant, après, pendant ces années 50, justement. Non, c'était déjà très restreint. C'était déjà... Et puis, c'est vrai que les communautés se sont vidées, hein, ont émigré en masse en Israël, ou un petit peu aux États-Unis. En général, les Américains ont récupéré les gens les plus diplômés. Ils ont fait le tri de ce qui les intéressait le plus pour leurs universités. Mais en Israël aussi, ils ont bénéficié de beaucoup de gens instruits et très instruits. C'est une des clés du décollage économique d'Israël, vous voyez. Jusqu'aux années 80, Israël avait une économie relativement développée, mais pas tant que ça. Et là, avec l'arrivée d'un grand nombre de savants et de techniciens de haut niveau, ça a aidé à la fameuse high-tech israélienne. Vous voyez, ça date de ce moment-là, quoi. Non, c'est ça. Non, je pensais à une petite anecdote tout à l'heure, mais ah oui, c'est ça. Je vous ai parlé de l'engagement qu'on a eu dans ces campagnes. Personnellement, je m'occupais de l'Union des étudiants juifs de France pendant une période, vers 1980. On a fait une campagne pour les étudiants juifs en URSS. Hein, et je me rappelle que donc moi, j'avais 23 ans, et au même âge que moi, il y avait un étudiant juif qui s'appelait Misha Taratuta, qui était en prison parce qu'il donnait des cours d'hébreu. Il donnait des cours d'hébreu et c'était un motif suffisant pour le mettre en prison. Et vous voyez, nous, on vivait à Paris en liberté et on prenait pas de cours d'hébreu. C'est-à-dire qu'on était ignorants de la culture juive et on faisait pas d'efforts pour l'acquérir. Et en fait, vous voyez, l'idée que quelqu'un puisse aller en prison parce qu'il donnait des cours d'hébreu, vous pouvez pas imaginer le catalyseur que c'est pour vous mettre vous-même à l'étude de l'hébreu. Vous voyez, par la suite, quand j'ai fait ce voyage au moment de l'effondrement du régime, j'ai rencontré là-bas donc des tas de gens intéressants, et notamment il y avait une mère juive qui m'a raconté que son fils, qui avait le même âge que moi, lui aussi, il faisait partie du réseau des profs d'hébreu. Mais vous voyez, être prof d'hébreu là-bas, donc ça voulait dire autre chose. Et elle m'a raconté que son fils était allé dans une réunion semi-clandestine pour former les profs d'hébreu, pour qu'eux-mêmes puissent former les autres. Et elle m'a dit, quand mon fils est revenu, il était transformé, c'était plus le même. Donc vous imaginez, il y avait le côté clandestin. Alors c'était pas aussi dangereux qu'au temps du nazisme ou au temps de Staline, vous voyez, mais c'était quand même un vrai risque d'aller en prison, de subir des tas de choses. Hein, voilà. J'ai une question.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'action continue? Parce que j'imagine qu'il y a des pays où les Juifs sont encore persécutés. Par chance, il n'y a pas trop de pays où les Juifs sont persécutés aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les pays arabes, il est resté des communautés juives résiduelles, par exemple en Syrie. Donc il y avait des contacts qui étaient maintenus avec les derniers Juifs de Syrie. En Iran, c'est pareil, il y a eu une communauté juive qui reste encore là-bas. Il y a eu en Éthiopie les derniers Juifs qui n'étaient pas encore sortis. Donc à chaque fois, il y a des espèces de filières pour garder le contact avec eux et pour les aider à émigrer s'ils le souhaitent, quoi. Mais heureusement, il n'y a pas aujourd'hui des grosses communautés persécutées ou en danger. Hein. En Chine, il n'y a pas vraiment une communauté, c'est-à-dire que il y a des descendants de juifs chinois, mais qui ne sont plus juifs depuis un siècle, donc qui se rappellent vaguement qu'ils avaient des ancêtres juifs. Et puis il y a des juifs d'aujourd'hui qui vont en Chine pour le business, qui sont en train de former des communautés. Mais c'est pas, ils sont libres, voilà. Ceci dit, le régime communiste en Chine est très très réticent à tout ce qui est religion venue d'ailleurs. Donc ils ont une trouille de tout ce qui est religion étrangère. Et donc les juifs qui sont là, qui sont pas nombreux et qui dérangent personne, ils veulent pas trop les reconnaître comme communauté à part entière parce que ça ferait un boule de neige avec d'autres communautés, quoi. Est-ce que la tendance elle est vers la migration, le retour vers l'Alia, ou bien au contraire de faire en sorte que la diaspora se déploie là où elle est? Oui, donc, de manière générale, vous posez la question, c'est ça? Aujourd'hui. En principe, l'État d'Israël dit toujours qu'il est pour l'immigration. Hein, ça fait partie de son ADN, de dire que l'État d'Israël est né de l'immigration. Et donc, le discours officiel, c'est toujours d'encourager un juif qui veut faire son là. Ils diront jamais non seulement qu'ils sont contre, mais même ils diront toujours qu'ils sont pour. Après, c'est vrai qu'il y a il y a eu une époque où la société israélienne étant composée entièrement d'immigrants, il y avait vraiment, c'était un message percutant, vous voyez, un immigrant ancien qui accueille un immigrant nouveau. Aujourd'hui, quand les gens sont de la 3e, 4e génération israélienne, c'est pas leur préoccupation principale, l'immigration. Mais ils voient bien qu'il y a des gens qui arrivent, qui parlent pas encore bien l'hébreu, notamment les Juifs de France, vous voyez, qu'on voit maintenant en Israël un peu partout, qui continuent à parler le français là-bas. Donc, et ça fait partie de l'identité israélienne. On est un pays fait par des Juifs pour accueillir les autres Juifs. Ça fait partie de notre raison d'être en tant qu'État. Je suis pas sûr qu'ils ont tous bien réfléchi là-dessus, mais c'est quand même c'est ça l'ambiance israélienne quand même. Hein, et notamment donc quand quelqu'un a des difficultés avec l'hébreu, on comprend pourquoi il a des difficultés, parce que c'est nouveau pour lui et qu'il faut l'aider à mieux parler l'hébreu, à mieux comprendre, quoi. Et puis le simple fait dans le voisinage, que ce soit dans les salles de classe ou dans les maisons, de cohabiter avec des gens d'origine très différente, c'est aussi l'ADN du pays. Parce que vous voyez, en France aussi, on a des gens très divers. Sauf que c'est des étrangers, enfin, on les appelle des étrangers. En Israël, c'est pas des étrangers. Quand vous avez des juifs dans une maison qui viennent de 5 pays différents, c'est pas des étrangers, personne n'est étranger. Vous voyez, tout le monde est israélien au même titre. Et donc, la relation est différente, quoi. Vous voyez. D'un côté, ils sont aussi divers que peuvent l'être les gens en France venus de pays différents, mais ils sont pas des étrangers. Hein, ce sont des juifs avec toute la diversité du judaïsme. Oui, c'est ça. Ouais. 75. Ah, oui. J'ai pas vraiment suivi entre 75 et 85. Vous avez dit que l'URSS a empêché les Juifs de partir. Pourquoi ? Parce que pour des raisons de... Oui. Donc entre 75 et 85, il y avait cette idée de prestige de l'URSS qu'il fallait pas céder à la pression américaine et internationale. Et donc, eux avaient le privilège de décider qui pouvait sortir et qui pouvait pas sortir. Alors qu'avant, ils laissaient sortir assez facilement les demandeurs. Et il fallait vraiment insister beaucoup pour sortir après 75, quoi. Pendant une dizaine d'années. Alors après, donc ça, à partir de 85, la porte s'est graduellement réouverte. Je me rappelle que j'écrivais une chronique dans le magazine L'Arche à l'époque de la vie juive dans le monde, hein, et donc je m'arrangeais toujours pour que dans ma rubrique, on parle d'un cas d'un refusnik pour parler de son cas en disant regardez, c'est scandaleux, les soviétiques le laissent pas sortir. Et je me rappelle que fin 87, ma rubrique s'est arrêtée à cet endroit-là parce que j'avais plus personne à défendre. Tous ceux qui voulaient sortir pouvaient sortir. Donc et là j'ai compris qu'on avait obtenu ce qu'on voulait déjà. Ceux qui voulaient pouvaient sortir. Et puis alors quand le régime s'est effondré, des gens qui avaient même pas pensé à sortir avant ont demandé à sortir, vous voyez, parce qu'ils ont compris qu'en vivant en monde occidental, ils vivraient mieux qu'en vivant en URSS. Mais c'était moins romantique
que ceux qui osaient demander au temps du régime soviétique. Hein, voilà. Peut-être un petit mot, voilà, pour terminer. Comme on a ici, je pense, des gens de Roumanie ou liés à la Roumanie, il y a eu une histoire bizarre en Roumanie. Il y avait une très grande communauté juive en Roumanie qui a survécu à la Shoah pour toutes sortes de raisons. La majorité ont survécu à la Shoah. Et il y a eu une grande émigration vers Israël pendant le régime communiste, qui était tolérée par le régime communiste. Contrairement au cas soviétique, ce qui s'est passé en Roumanie, c'est qu'il y a eu d'abord, vous savez, Ceausescu avait l'ambition d'être autonome par rapport à Moscou. Donc Ceausescu s'est arrangé pour montrer aux soviétiques, enfin montrer au monde entier qu'il n'était pas complètement aligné sur Moscou. Donc il n'a pas rompu ses relations avec Israël au moment où l'URSS les a rompues, et il s'arrangeait pour avoir des relations correctes avec Israël. Mais en secret, Ceausescu avait fait un deal avec les Israéliens. On va laisser sortir les Juifs de Roumanie qui souhaitent sortir, et pour chaque Juif qui sortira, vous allez mettre de l'argent sur un compte en banque en Suisse, vous voyez, pour le gouvernement roumain. Et il y avait un tarif pour les Juifs ordinaires, et il y avait un tarif pour les Juifs diplômés. Et donc il y a eu une énorme corruption du régime roumain communiste. Les Israéliens ont payé ce qu'il fallait payer, et l'arrangement, c'était que les Juifs américains, vous voyez, c'est toujours le même triangle dont je vous parlais, les Juifs américains se portaient garants auprès du gouvernement américain qu'on pouvait accorder la clause de la nation la plus favorisée à la Roumanie. Donc la Roumanie a bénéficié de crédits américains, alors que l'URSS n'avait pas le droit au crédit américain, mais donc ils avaient ces crédits parce qu'ils laissaient sortir les Juifs. Mais évidemment, on disait pas qu'il y avait de l'argent sur des comptes en banque en Suisse, vous voyez, à ce moment-là. Bon, voilà, pour l'anecdote. Hein. Je suis en lien avec un prêtre en Roumanie, depuis déjà un peu plus de 10 ans, et il m'a expliqué qu'en Roumanie, en fait, il y avait un peu comme deux camps du côté des orthodoxes, les camps extrêmement antisémites et le camp assez favorable, en tout cas relativement neutre par rapport aux Juifs, mais plutôt favorable. Et ces deux camps étant dirigés, entre guillemets, ayant à la tête des métropolites, des évêques de haute envergure. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus ? Non, je connais pas bien les clivages à l'intérieur de l'Église orthodoxe de Roumanie. Hein. Simplement, donc j'ai apporté express cette étude qui vient de paraître sur celui qui était le numéro 1 apparemment dans les années 30, vous voyez, et qui participait au mouvement antisémite. Il s'appelait Miron Cristea, hein, le patriarche de... Voilà. Mais c'est intéressant qu'aujourd'hui on a des historiens roumains. Apparemment il n'est pas juif l'historien, mais il fait un bon boulot de recherche sur ce sujet, vous voyez, pour documenter ça. Hein, d'ailleurs c'est intéressant dans tous ces pays où il y a eu des périodes antisémites très dures. Aujourd'hui on a des gens de bonne foi qui font un boulot de recherche. Moi j'étais invité à l'université de Iași, donc là où cette revue est publiée, c'était avant la guerre le bastion de l'antisémitisme en Roumanie, l'université de Iași. Et cette université, il y a une dizaine d'années, non seulement ils ont créé un département d'études juives de haut niveau, mais ils ont fait un colloque sur l'antisémitisme dans les universités en Roumanie et en Europe avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire sur leur propre passé. Et voilà, ils ont publié tous les détails de qu'est-ce qui s'est passé dans notre université. C'est très intéressant, c'est une sorte de réparation, vous voyez, que ça se passe chez eux, quoi. Je peux témoigner aussi que l'université œcuménique de Sibiu, avec un orthodoxe c'est lui qui avait organisé un colloque en 2019, réunissant une quarantaine d'experts universitaires du monde entier. Il y avait aussi des gens de Russie, mais il y avait des Grecs, il y avait des Russes. Il y avait des Américains, enfin bon, moi j'étais invitée aussi. Et tenez-vous bien, donc c'était sur les 40 ou 45 experts, il y avait peut-être 40 orthodoxes, et puis il y avait peut-être un protestant et un catholique. Enfin, on était très très nombreux. C'était vraiment pensé pour l'orthodoxie roumaine. Et le titre du colloque, c'était l'office byzantin, la tradition byzantine, la prière byzantine et les Juifs. Et je peux vous dire que moi j'étais extrêmement étonnée en tout cas de nombreux chercheurs qui étaient dans une grande honnêteté pour dénoncer ce qui n'allait pas dans nos propres textes liturgiques de l'hymnographie byzantine. Alors il y en avait qui étaient moins honnêtes, bon voilà, il y a un peu de tout, mais il y en a eu qui ont beaucoup chargé. Et ça a un peu ouvert aussi les perspectives, pas seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan de
notre vie liturgique. Bon, très bien, avec plaisir.